Bonjour, heureux de vous retrouver. Dans la première partie du présent épisode, j'ai expliqué comment la jonction des visions du maréchal Lyautey et Farhat Abbas quant à la genèse de l'Algérie a-t-elle donné la formule suivante. L'Algérie, une poussière dans le vent. Continuons l'analyse à travers les grands témoignages de l'histoire en la matière, en joignant la déclaration d'invention du nom de l'Algérie par le général Virgile Schneider en 1839 à deux déclarations historiques du général de Gaulle en 1961, initiant la création officielle d'un État algérien, indépendant et souverain, qui verra le jour quelques mois plus tard, en juillet 1962. Ainsi, l'Algérie contemporaine, en tant qu'entité politique nationale, doit son existence aux deux généraux précités, tous unanimes à attester sa naissance à l'indépendance. Écoutons la première déclaration du général de Gaulle. Depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. L'institution d'un État algérien, un tel État, d'où peut-il sortir? Normalement, il ne peut sortir que de l'autodétermination, c'est-à-dire du suffrage des habitants, parce qu'il n'existe pas de légitimité et de souveraineté algérienne antérieure à la conquête et à qui on puisse s'en remettre, comme on l'a fait en Tunisie ou au Maroc. C'est clair comme de l'eau de roche. Le général rappelle l'inexistence d'une souveraineté algérienne antérieure à la conquête et à qui la France aurait pu s'en remettre, comme elle l'a fait en Tunisie et au Maroc. En citant ces deux pays pour les discriminer de l'Algérie, De Gaulle évoquait une référence de taille, découlant fatalement de l'absence d'un État en territoire algérien au moment du débarquement français, à savoir la situation de colonisation applicable à un terra nullius, signifiant un territoire sans maître, ou à un territoire qui, bien que peuplé, n'est cependant pas gouverné par un pouvoir central, rassemblant autour de lui toutes les composantes ethniques qui s'y trouvent, soit l'opposé du statut de protectorat propre à un État préexistant à l'occupation occidentale à partir de la conférence de Berlin en 1884. Le cas du Maroc et de la Tunisie, comparables d'ailleurs à celui du Cambodge, sont illustratifs. Et ne dit-on pas en proverbe qu'un exemple illustratif est souvent plus efficace que 1000 mots. Mais comme dans chaque opération de création, le processus doit procéder d'une préparation pour en assurer le succès en prévoyant les conséquences. C'était bien la pensée de Gaulle qui, comme toute conscience normale, devait admettre qu'une entité naissante sur Terre possède forcément sa personnalité. L'Algérie, avant d'être un État, a également la sienne, la distinguant de celle de la France. Par conséquent, visionnaire et stratège comme il était, le général avait bien pensé au sort des Français d'Algérie au cas où les Algériens optaient pour l'émancipation. Voyons à quel point il y avait songé pragmatiquement en fournissant des chiffres pour mieux fixer les idées. Il y a une entité algérienne, il y a une personnalité algérienne. C'est aux Algériens qu'il appartient de décider de leur destin. Il y a 9 millions environ d'habitants en Algérie. Là-dessus, il y en a un peu plus d'1 million qui sont de souche française, et aussi nombre de musulmans qui ne veulent pas être séparés de la France, en aucun cas. Et ils ont bien le droit de vivre en Algérie, puisque c'est leur terre natale. Il y a dans la métropole 400 000 Algériens qui travaillent.
c'est-à-dire le 5e de la population masculine active de l'Algérie, les travailleurs actifs masculins. Et parce qu'ils y gagnent, dans la métropole, ils font vivre leurs familles qui sont généralement de l'autre côté de la mer et qui comptent plus de 2 millions de personnes. En cas de rupture, où iront-ils? Au Caire? À Tunis? À Rabat? À Pékin? À Moscou? À New York? Par ces propos, De Gaulle avait-il averti les Algériens 18 mois avant les négociations d'Évian des conditions non négociables sur la naissance d'un État algérien indépendant construit et instruit par la France? N'en avertissait-il pas que si le rêve d'un Dunkerque-Temenrasset n'était pas réalisable, par cette même voie d'autodétermination au suffrage universel, qui pourrait également accorder la souveraineté aux Algériens, cette option-là ne devrait pas non plus détruire la vie des Français d'Algérie en les expulsant de leur terre natale comme des mauvaises herbes que l'on déracine du sol. Et c'eût été absurde que de penser émanciper ainsi une colonie pour réoccuper un protectorat. C'est-à-dire l'idée absurde d'émanciper l'Algérie de tous les Français de sang dans l'intention d'en augmenter ceux des États libérés quelques années auparavant, comme notamment le Maroc ou la Tunisie, les plus proches à la fois de Paris et d'Alger. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France, car ce qui vient d'être décidé répond à 3 vérités qui sont aussi claires que le jour. Mais il était toujours transparent dans ses discours, le général de Gaulle, surtout sur l'Algérie. De sa précédente déclaration que nous venons d'entendre, jaillit une limpidité que j'assimilais à l'eau de roche. Et le voilà maintenant comparé à la clarté du jour, les 3 vérités imposées à l'émergence de l'Algérie. Car si un tel événement devait irréversiblement se produire dans la douleur des 2 parties, la France ne pouvait pas quand même quitter ce territoire maghrébin en 1962, comme elle y avait débarqué en 1830. Écoutons bien les 3 vérités du général, tant elles semblent découler d'un esprit perspicace et efficace, aussi pragmatique que responsable. La première, c'est que notre intérêt national, les réalités françaises, algériennes et mondiales, le sens de l'œuvre et du génie traditionnel de notre pays nous commande de vouloir qu'en notre temps, l'Algérie dispose d'elle-même. La seconde, c'est que les grands besoins et les vastes désirs des Algériens pour ce qui est de leur développement, les nécessités modernes de leur progrès économique, technique et culturel, la présence au milieu d'eux d'une communauté de souche française importante par le nombre et plus encore par le rôle qu'elle joue aujourd'hui et que la France lui demande de jouer demain dans l'activité locale. L'effectif des musulmans qui viennent de l'autre bord de la Méditerranée travailler et s'instruire dans notre métropole impose à l'Algérie de coopérer avec nous. La troisième vérité, c'est que par-dessus les combats, les attentats, les épreuves, en dépit de toutes les différences de race, de vie et de religion, il y a
entre l'Algérie et la France, non seulement les multiples liens tissés au cours des 132 ans de leur existence commune, non seulement les souvenirs des grandes batailles où les enfants des deux pays luttèrent côte à côte dans nos rangs pour la liberté du monde, mais encore une sorte d'attrait particulier. Il est certain qu'entre celui qui engendre une entité et celle-ci se tissent des liens que caractérise une attirance réciproque spéciale. Les dirigeants algériens, depuis Ben Bella jusqu'à Tebboune, ne semblent pas nier cette réalité. Car qui croirait parmi les avertis que Ben Bella pouvait diriger l'État algérien naissant sans accepter les trois vérités précitées de De Gaulle? Dans une interview accordée par l'historien grégoire Georges Picot, diffusée sur YouTube en août 2019, dont le titre contenait d'ailleurs les termes significatifs suivants, Ben Bella, fidèle serviteur de la France, l'historien nous présente le premier président de l'Algérie indépendante. Exemple symbolique, c'est Ahmed Ben Bella, sergent de l'armée française, un soldat assez remarquable puisqu'il a été à 2 reprises cité à l'ordre de l'armée, c'est-à-dire la distinction la plus magnifique qu'un soldat puisse recevoir, et qui, comme vous le savez, est un des fondateurs du Front de libération algérien et qui va devenir le premier président de la République algérienne. Chose étonnante, un soldat modèle de l'armée française et un des combattants de la France à l'avenir. Le nouveau président, M. Tebboune, ne semblerait pas exprimer moins d'attachement à la France que Ben Bella au nom de l'établissement militaire dirigeant, même si tous les chefs d'État qui se sont succédés à Alger depuis 1962 ont toujours parlé d'une révolution dont on ne saurait pas très bien les véritables dessous et dessins, tout en paraissant s'offusquer idéologiquement du libéralisme politico-économique occidental, à commencer par celui de la France, l'ancienne puissance coloniale sans doute, mais aussi puissance créatrice, certes. Tout cela apparaît un peu compliqué, même chez le pouvoir algérien lui-même, suggérant des sentiments de tension, répulsion, passion, de la formule « je t'aime moi non plus », de ce phénomène de yo-yo dont parle avec émotion Tebboune, dans un paradoxe où, faisant la comparaison entre les rapports franco-algériens et les relations algéro-marocaines, donnerait l'impression de privilégier celle-ci d'une conjoncture distincte inspirant à la fois normalité et irrégularité, face à des liens entre Alger et Paris n'ayant jamais souffert de rupture depuis que l'État algérien est né. Tâchez d'y comprendre mieux que moi en écoutant le nouveau président plus attentivement que jamais répondre à la question du journaliste de France 24 qui l'interrogeait sur la question du blocage. des frontières. On sait que parfois, y compris ici entre la France et l'Algérie, il a fallu que des pas drastiques soient pris, même dans des situations de tension. C'est pas du tout la même conjoncture. Entre la France et l'Algérie, depuis 1962, on est en contact, en relation, mais le contact n'a jamais été rompu. Parfois, on est passé à des relations d'un niveau supérieur. Parfois, il y a eu des froids, mais le contact n'a jamais été rompu. Le contact n'a jamais été rompu de la bouche de Tebboune, en parlant des relations algéro-françaises caractérisées par cet attrait particulier dont avait déjà parlé le général de Gaulle depuis plus de 6 décennies et qui, la réalité actuelle et factuelle, la démontre. À travers l'histoire, semble évoluer dans une normalité réaliste bien que passionnelle, pour reprendre l'expression de Tebboune. Mais devant des relations algéro-marocaines aussi dramatiques qu'anormales, durant cette même période franco-algérienne, malgré les liens de sang, de religion, d'arabité, de voisinage, et malgré l'existence d'une institution régionale dénommée Union du Maghreb arabe, âgée de plus de 3 décennies. Et la cerise sur le gâteau, avec une frontière franco-marocaine fermée depuis plus d'un quart de siècle.
et avec d'ailleurs, avec le plus grand regret de la France elle-même. Cette France qui, faut-il aussi le reconnaître, entretient des relations d'exception avec un État d'exception et un peuple d'exception, tous réunis sous le toit d'un État séculaire plus ancien que la France, qui s'appelait, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas une éternité, qui s'appelait Empire chérifien, brillant de ses 1000 feux dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, sous les rayons de l'ère du sultan Moulay Ismaïl du Maroc et du roi Soleil de France. Mais aussi cette France, cette même France qui, 190 ans plus tard, sera cette chose, et pour cause, qui, selon l'expression même du chef de la France libre, fut l'unique État qui était en mesure d'aider adéquatement l'Algérie afin qu'elle pût devenir moderne et développée. Écoutons De Gaulle. Et puis enfin, faut-il, oui ou non, que l'Algérie se transforme en un pays moderne et prospère? Si oui, quelle est la puissance qui puisse s'y prêter, y concourir dans des proportions et dans les conditions voulues? Une seule, la France. En effet, qui autre que la France aurait pu mieux se soucier de l'Algérie? Donc, quel mal y aurait-il dans cette déclaration de De Gaulle liée à la naissance d'un État algérien, d'un rien? Ou plutôt, de lorsque l'Algérie, selon Lyautey Abbès, était une poussière dans le vent. Une poussière dans le vent. Au prochain épisode, si Dieu l'admet, je l'espère.